10 millions de dollars disparus dans une mission secrète dont personne n'était censé avoir connaissance, d'anciens plongeurs militaires. Des coordonnées sonores Militaria laissées par un homme que le monde scientifique tout entier considérait comme un imposteur. Fin 2024, s'ils descendirent dans la mer Rouge et découvrirent quelque chose qui aurait dû bouleverser le monde. Une armée égyptienne entière gisant au fond de la mer, figée dans le temps. Des centaines de roues de chars aux rayons identiques à ceux utilisés par les forces d'élite du pharaon. Des squelettes de chevaux encore positionnés comme s'ils étaient attelés au moment de leur mort. Des ossements humains enchevêtrés dans l'épave. Et, profondément sous le corail, l'éclat indubitable de l'or. Ce n'était pas un naufrage. Ce fut une catastrophe. Le genre de découverte qui bouleverse l'histoire. Mais voici ce dont personne ne parle. Lorsque les découvertes furent discrètement partagées avec les plus grands égyptologues du monde, ils ne manifestèrent aucune joie. Aucun débat ne suivit. Un silence complet s'installa. Et lorsque l'équipe compara ces cartes sonores haute définition à des documents datant de 40 ans, elle constata quelque chose d'effrayant. De larges portions du champ de débris avaient disparu. Non pas érodées, mais bel et bien disparues, laissant des traces de traînées sur le fond marin, là où de lourds objets avaient été emportés. Les preuves s'évaporent et quelqu'un cherche à vous cacher ce qui se cache là-dessous. Voici ce qu'il faut comprendre au sujet de cette expédition. Il ne s'agissait pas d'un projet de recherche universitaire destiné à finir par être relégué aux oubliettes d'une revue scientifique confidentielle. C'était une opération secrète financée par des fonds privés à hauteur de plus de 10 millions de dollars par des bailleurs de fonds dont les noms n'ont jamais été divulgués. L'équipe réunie pour cette mission comprenait des plongeurs d'élite en eau profonde, dont beaucoup étaient d'anciens archéologues sous-marins militaires, frustrés par les enjeux politiques de leur profession. Des ingénieurs manipulent une technologie à laquelle la plupart des équipes de recherche ne peuvent qu'espérer accéder. Il s'agit d'un sonore latéral de pointe capable de cartographier les fonds marins avec une précision extraordinaire. Des véhicules sous-marins télécommandés de qualité militaire équipés de caméras haute définition capables de filmer dans l'obscurité totale à des centaines de mètres sous la surface et des magnétomètres ultrasensibles conçus pour détecter les métaux sous les couches de sable et de corail ont été utilisés. Il ne s'agissait pas d'une opération amateur, mais d'une intervention chirurgicale visant à résoudre un mystère qui hante certains chercheurs depuis plus de 40 ans. Leurs recherches ont débuté dans le golfe d'Aba, cette étroite langue de mer Rouge qui sépare la péninsule du Sinaï de l'Arabie saoudite. Toutes ces découvertes sont disséminées sur une vaste zone côtière entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Pendant des jours, le sonar a balayé en pulsant les grilles successives du fond marin, puis l'opérateur a aperçu quelque chose qui l'a poussé à rassembler tout le monde devant l'écran. D'étranges anomalies symétriques, des formes qui n'étaient pas des formations rocheuses naturelles, elles étaient rondes, elles étaient précises. Et, plus inquiétant encore, elles formaient une longue traînée linéaire sillonnant le fond marin. Les formes ressemblaient trait pour trait à des rouilles des centaines. Ils déployèrent le ROV, envoyant son œil robotisé dans une eau si sombre et si froide que les plongeurs humains ne pouvaient y rester que quelques minutes. Les projecteurs du sous-marin perçaient l'obscurité. Au début, il n'y avait que du sable et des pierres. Puis, émergeant des sédiments comme un fantôme, ils l'aperçurent, une forme parfaitement ronde, entièrement recouverte de corail. C'était indubitablement une roue. Une ancienne roue de char à rayons. Tandis que le ROV avançait, une autre apparut, puis une autre. Le champ de débris s'étendait sur près de 2,5 km. Il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'une catastrophe. Les plongeurs ont dû descendre eux-mêmes. Ce qu'ils ont vu, au fond, a été décrit par les membres de l'équipe comme bouleversant, voire terrifiant. Ils nageaient au milieu d'une zone de guerre, figée dans le temps. Je veux dire, nous étions là, immobiles devant moi. Nous ne pouvions pas communiquer. Le fond marin était jonché des vestiges de ce qui semblait être une armée en fuite ou peut-être en pleine charge. Ils ont répertorié des roues à 4,18 rayons. Ce détail est crucial, car ces modèles spécifiques correspondent exactement aux différents types de chars utilisés par l'armée égyptienne durant le Nouvel Empire. Les roues à 4 rayons étaient des modèles les plus anciens. Les modèles à 6 et 8 rayons étaient des plateformes stables de haute technologie utilisées par les guerriers d'élite et la royauté.
Découvrir tous ces débris entassés au même endroit, c'était comme mettre au jour une photographie de l'ensemble du corps de char égyptien anéanti en un instant. Mais il n'y avait pas que des roues. Ils ont trouvé des fragments de métal tordus qui semblaient être des essieux. Ils ont trouvé ce qui ressemblait aux restes rectangulaires de cabines de char, désormais réduits à des amas de bronze corrodés et de bois pétrifiés, soudés au fond marin par des siècles de croissance corallienne implacable. Puis, parmi les débris du char, s'ils découvrirent des ossements enchevêtrés, des fragments d'os et des centaines, certains appartenaient manifestement à des animaux, crânes, côtes et os des pattes de chevaux, positionnés exactement là où ils se seraient trouvés si les animaux étaient encore attelés aux charges au moment de leur mort. Mais d'autres étaient indubitablement humains, colonnes vertébrales, os du bassin, fragments de crânes, le tout mêlé dans un chaos effroyable témoignant d'une mort violente et soudaine. Un des plongeurs, balayant un monticule de corail avec un puissant projecteur, aperçut quelque chose qui figea toute l'équipe, une faible lueur anormale sous la croûte. Quelque chose brillait là-dessous. Un éclat doré terne et indéniable. Cela correspondait à l'affirmation la plus incroyable et la plus rejetée jamais faite à propos de ce site. Pour eux, il s'agissait d'un sensationnalisme malheureux, mais selon eux, parmi les décombres de l'armée gisait une unique roue de char plaquée or, ayant peut-être appartenu à un général de haut rang, voire au pharaon lui-même. Ils ne pouvaient pas la toucher. Le corail l'avait fixée comme du béton naturel et toute tentative pour la retirer l'aurait détruite. Mais ils ont tout documenté. Des milliers de photographies haute résolution, des heures de vidéos haute définition. Ils savaient que leur découverte allait soit révolutionner le monde, soit être enfouie à jamais. Mais voilà. Cette découverte n'était que la première étape, car le lieu, la géographie précise de ce site est peut-être encore plus stupéfiant que ce qui gît au fond de la mer. Le golfe d'Aba est réputé pour sa profondeur extraordinaire. On parle d'un immense canyon sous-marin qui plonge à 1,500, voire un 800 mètres de profondeur, soit plus d'1,5 km à la verticale. Une falaise abrupte d'eaux obscures. Tenter de la franchir serait totalement impossible pour n'importe quelle armée, ancienne ou moderne, sauf en un seul endroit. À l'endroit précis où les plongeurs ont découvert le champ de débris, se trouve un immense pont terrestre plat qui enjambe tout le golfe. À cet endroit, la largeur est d'environ 8 km, la zone couvre environ 21 km². Il s'agit d'un plateau sous-marin s'étendant sur près de 16 km depuis une grande plage égyptienne appelée Nouéa jusqu'aux côtes saoudiennes. De part et d'autre de ce pont sous-marin, le fond marin plonge abruptement dans des abysses de plusieurs kilomètres de profondeur. Le pont lui-même est relativement peu profond, environ 275 mètres à son point le plus profond. Comparé au canyon qui le borde, c'est un passage surélevé qui traverse un terrain impossible. Les cartes sonores le montrent clairement. Une immense voie sous-marine distincte, longue de 16 km et large de plusieurs kilomètres. C'est le seul endroit, sur toute la longueur du golfe d'Aba, 100 mètres, où un peuple ancien aurait pu tenter une traversée. Et c'est là que le phénomène devient extraordinaire. La plage de Nouéa, où commence ce pont sous-marin, est immense. Un littoral immense entièrement cerné de part et d'autre par des montagnes escarpées et infranchissables si on ne peut y accéder que par l'ouest. La seule issue est de s'avancer vers la mer. Cette géographie correspond parfaitement à un récit ancien décrivant un groupe de personnes en fuite, prises au piège au bord de l'eau, encerclées par les montagnes et poursuivies par une armée. Or, cette particularité géographique, ce pont sous-marin, est totalement inconnue des auteurs antiques. Invisible depuis la surface, il ne peut être détecté qu'à l'aide de la technologie sonar avancée qui n'existait pas avant l'ère moderne. Pourtant, leur récit désigne précisément cet endroit. La disposition linéaire des artefacts suit exactement le tracé de ce pont submergé. La traînée de roues et d'ossements, longue d'1,5 km, évoque un groupe pris au piège au milieu du passage. La profondeur de 275 mètres a protégé ces artefacts des tempêtes, des ancres et des lévitations pendant des millénaires. Les courants uniques et créés par les profonds canyons de part et d'autre ont piégé le limon et les sédiments sur le plateau, enfouissant lentement l'épave. L'eau chaude et claire était idéale pour la croissance du corail, et le corail a agi comme un béton naturel recouvrant les surfaces dures du bois, du bronze et du métal. Ils affirment qu'il y a des roues de char incrustées de corail au fond de la mer Rouge. Pendant des milliers d'années, la matière organique s'est décomposée.
mais le corail a conservé sa forme. Les plongeurs ne découvraient pas seulement des roues, ils trouvaient des fossiles en forme de roues. Sans cette combinaison particulière de géographie et de biologie, tous les vestiges se seraient dispersés et dissous il y a des siècles. Cet isthme explique aussi l'ampleur de la destruction. Une armée entière, avec des centaines de chars, de chevaux et de soldats, c'est encerclée par ce passage étroit de 16 km, serait totalement vulnérable. Lorsque le désastre survenait, il n'y avait aucune issue. Ils ne pouvaient ni aller à gauche ni aller à droite vers l'abîme. Ils étaient piégés dans un couloir devenu un véritable enfer. Mais l'histoire devient encore plus étrange. Toute cette découverte, l'expédition secrète, les coordonnées, l'emplacement précis du champ de débris, tout cela remonte à un seul homme, et pendant des décennies, le monde universitaire l'a pris pour un imbécile. Ron Wyatt n'était pas professeur, il n'était affilié à aucune institution prestigieuse. Infirmier anesthésiste originaire du Tennessee, qu'il était un aventurier biblique autodidacte qui finançait lui-même ses recherches sur des affirmations que l'archéologie conventionnelle avait déjà qualifiées de fantaisistes. Il était l'archétype de l'outsider. Dans les années 1970, Wyatt se passionna pour la découverte du véritable emplacement du passage de la mer Rouge. Il rejeta les théories conventionnelles concernant les lacs marécageux peu profonds du nord de l'Égypte. Il suivit des indices textuels qui, selon lui, pointaient vers une immense étendue d'eau suffisamment profonde pour engloutir une armée entière. Ses recherches le menèrent au golfe d'Aba, à la plage encaissée de Niue et à l'isthme sous-marin. Il en déduisit que si la traversée avait eu lieu à cet endroit, les vestiges de l'armée anéantie devaient encore s'y trouver. Aussi, en 1978, muni d'un équipement de plongée rudimentaire, d'une petite embarcation et d'une conviction frôlant l'obsession, il entreprit ce que personne d'autre n'avait osé faire. Il descendit et observa. Ce qu'il affirma avoir découvert correspondait exactement à ce que l'expédition de 2024 confirma grâce à ses technologies de pointe d'un coût de 10 millions de dollars. Il a signalé avoir trouvé des roues de char incrustées de corail. Il prétendait avoir récupéré un moyeu sur l'une d'elles. Ses photographies, floues et granuleuses, étaient facilement discréditées. Lors de plongées ultérieures, il a rapporté avoir trouvé des ossements humains et de chevaux mêlés à des pièces de char. Il a alors fait sa déclaration la plus explosive. Il aurait trouvé et filmé une roue de char en or dont l'éclat se dessinait faiblement sous le corail. Lorsque Wyatt a présenté ses découvertes, le monde universitaire ne s'est pas contenté de l'ignorer, il l'a anéanti. Il fut qualifié d'imposteur, de colporteur de pseudosciences, de fanatique religieux ne voyant que ce qu'il voulait voir. Ses autres affirmations firent de lui une cible encore plus facile. Il prétendait également avoir trouvé l'arche de Noé. Il affirmait que le mont Si se situait en Arabie Saoudite, juste en face de Nouéa. Il prétendait avoir localisé l'Arche d'Alliance dans une grotte sous Jérusalem. Pour la communauté scientifique, il ne s'agissait pas de recherche, mais d'une chasse au trésor alimentée par l'imagination, menée par un individu sans compétence et doté d'une foi excessive. Ron Wyatt est décédé en 1999. Ses affirmations étaient toujours tournées en ridicule, mais il avait laissé une trace indélébile. Ses recherches, ses cartes et les coordonnées exactes de toutes ses découvertes. L'expédition de 2024 ne plongeait pas à l'aveuglette. Elle suivait la carte de celui que tous traitaient de fou, et sa technologie de pointe vérifiait une à une les choses impossibles que l'infirmière du Tennessee racontait depuis le début. Le sonore confirma l'existence de l'isthme à l'endroit précis qu'il avait indiqué. Les caméras confirmèrent de la présence des roues à 4, 6 et 8 rayons, exactement comme il l'avait décrit. Les plongeurs confirmèrent de la présence des ossements. Ils aperçurent même le reflet d'or que Wyatt avait signalé 40 ans plus tôt. Les experts qui l'ont discrédité pendant des décennies se retrouvent aujourd'hui face à des preuves irréfutables de sa justesse et ils restent muets. Mais cela soulève la question fondamentale. Si une armée repose au fond des mers, comment y est-elle arrivée? Le récit antique raconte que les eaux se sont séparées. Un chemin fut tracé sur la terre ferme. Lorsque l'armée poursuivante s'y rendit, les eaux se retirèrent et les engloutirent tous. À l'aube, la mer reprit son cours. La science officielle affirme que c'est impossible. Pourtant,
Les preuves sont là, au fond de l'océan. Quelque chose s'est produit dans ce golfe, une catastrophe. Une théorie évoque un volcan. Il y a environ 300-500 ans, une éruption volcanique cataclysmique s'est produite sur l'île grecque de Terra, l'actuelle Santorin. Ce fut l'une des plus importantes éruptions de l'histoire de l'humanité, un événement aux conséquences planétaires. Une éruption de cette ampleur, à des centaines de kilomètres de distance, aurait engendré un tsunami gigantesque qui se serait propagé à travers la Méditerranée et les étendues d'eau environnantes. Ce que la plupart des gens ignorent au sujet des tsunamis, c'est leur effet de retour. Avant que la vague géante ne frappe et la mer se retire. L'eau s'est brusquement tirée vers le bas, c'est parfois sur des kilomètres, découvrant le fond marin. Pour quiconque n'a jamais été témoin de ce phénomène, on croirait que la mer elle-même s'ouvre. Voici la théorie le groupe en fuite est piégé à Nouméa. L'éruption du Terra provoque un retrait des eaux en mer Rouge. Le courant se retire, découvrant l'isthme de 16 km. Ils le traversent en courant. L'armée à leur poursuite, voyant leur proie s'échapper, charge sur le fond marin vaseux et exposé. Les enfants d'Israël s'avancèrent donc au milieu de la mer à pied sec. Mais le revers de la médaille n'est que le premier acte. Le second, c'est le retour des vagues. Alors que l'armée, alourdie par ses chars, atteint le milieu du golfe, le tsunami frappe. Un mur d'eau déferle, anéantissant tout sur son passage en un instant. Le moment précis, la séparation des eaux, l'effondrement des murs de eau, tout cela correspond presque parfaitement à la description antique. D'autres théories explorent des pistes plus étranges. Certains suggèrent que ce que le groupe en fuite emportait n'était pas simplement un artefact religieux, mais un objet de technologie avancée, une source d'énergie ou une arme volée en Égypte. La poursuite n'avait pas pour but de recapturer les ouvriers fugitifs. Il s'agissait de récupérer un objet d'une puissance immense. Lorsqu'ils furent piégés en mer, ce dispositif fut activé, créant un passage à sec grâce à une force inconnue. Une fois l'armée engagée dans la traversée, le dispositif fut désactivé et les eaux se retirèrent. Ceci explique pourquoi le pharaon risqua toute son élite militaire dans une charge téméraire. Il ne poursuivait pas simplement des hommes, il poursuivait quelque chose d'irremplaçable. Quel que soit le mécanisme, naturel ou autre, les preuves au fond de la mer racontent une histoire cohérente. Quelque chose s'est produit dans cet étroit couloir. Un événement soudain, violent, qui a tué des centaines, voire des milliers de personnes en un instant catastrophique et dont les restes se sont fossilisés dans le corail pendant 3 millénaires et demi. Mais si la preuve est là, au fond de la mer Rouge, documentée par des caméras haute définition et un sonneur de pointe, pourquoi n'en entendons-nous pas parler? Pourquoi ce silence? Nous en arrivons maintenant à la question qui hante toute cette histoire. Pourquoi les experts se taisent-ils? Les plus grands égyptologues du monde, les universitaires qui ont consacré leur carrière à l'étude de l'Égypte antique, n'ont quasiment rien dit de ces découvertes. La découverte a été discrètement communiquée à certaines institutions. Et la réaction n'a été ni enthousiasme ni curiosité. Ce fut un silence de plomb. Voici ce qu'il faut comprendre de la position académique sur ce sujet. Depuis plus d'un siècle, le consensus parmi les égyptologues laïcs est absolu. L'exode massif décrit dans les textes anciens n'a pas eu lieu, du moins pas à l'échelle qu'ils prétendent. Ce fait est enseigné dans toutes les grandes universités. Il figure dans tous les manuels. C'est le dogme établi de la discipline. Les chercheurs soulignent à juste titre qu'il n'existe aucune preuve archéologique dans le désert du Sinaï d'une population errante pendant des décennies. Où sont les campements? Où sont les charniers? Où sont les poteries? Ils soulignent à juste titre qu'aucun document égyptien, ni hiéroglyphes, ni papyrus ne fait mention de la destruction en une seule journée catastrophique de leur principal atout militaire. Tout le cadre de l'égyptologie moderne, ses chronologies, ses listes royales, sa compréhension de la puissance du nouvel empire repose sur des fondements qui excluent cet événement. Il ne peut l'inclure. Pour le monde universitaire, il s'agit d'un mythe culturel puissant, mais d'un mythe tout de même. Et maintenant, une équipe de plongeurs suivant la carte d'un homme que tous les érudits sérieux considéraient comme un excentrique, a découvert un immense champ de débris sous-marins qui correspond avec une précision troublante au récit antique. Il ne s'agit pas d'un ou deux artefacts ambigus, mais de centaines de chars,
de ruse aux rayons caractéristiques de l'armée égyptienne de la 18e dynastie. La période exacte, l'endroit précis, sur le seul point de passage naturel de tout le golfe. Si ce site est authentique, alors les experts se sont trompés. Non pas une légère erreur, mais une erreur catastrophique. Un professeur qui a bâti sa carrière de 30 ans sur la thèse que cet événement est un mythe ne peut pas changer d'avis du jour au lendemain. Sa réputation serait anéantie. Ses publications deviendraient des fictions. Chaque étudiant qui l'a encadré aurait appris quelque chose de faux. La pression institutionnelle pour garder le silence, rejeter les faits, attaquer la source plutôt que d'examiner les preuves est écrasante. Mais il existe une possibilité plus sombre, évoquée à voix basse par certains chercheurs. Et si ce silence allait au-delà de la simple préservation de ses intérêts académiques? Cette découverte, si elle était prouvée sans l'ombre d'un doute, apporterait une preuve matérielle et tangible de l'un des événements fondateurs décrits dans les textes sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dans un monde déjà fracturé par des tensions religieuses et politiques, qu'est-ce que cela signifierait? Cela conférerait à une tradition religieuse étayée par des preuves archéologiques une supériorité absolue sur toutes les autres. Cela légitimerait des affirmations considérées comme sacrées par des milliards de personnes et rejetées par des milliards d'autres. Ce serait non seulement un bouleversement sur le plan académique, mais aussi une explosion géopolitique, et c'est là que l'histoire devient véritablement inquiétante. Les preuves disparaissent, elles ne s'érodent pas lentement au fil des siècles, comme le font naturellement les artefacts sous-marins, disparaissant de manière à suggérer un retrait délibéré et méthodique. Vous souvenez-vous de la roue de char en or que Ron Wyatt prétendait avoir trouvée à la fin des années 1970? D'après son récit, il découvrit une roue à 4 rayons plaqués or, un engin cérémoniel réservé à la plus haute royauté égyptienne, voire au pharaon lui-même. Il affirma l'avoir ramené à la surface, l'avoir documenté et photographié, puis persuadé d'agir correctement, il en signala l'existence aux autorités égyptiennes, s'attendant à ce qu'elles soient ravies d'une découverte aussi extraordinaire. La suite devrait inquiéter quiconque se soucie de la vérité historique, la roue disparue. Aucune photographie officielle n'existe dans les archives. Aucun musée, ni en Égypte ni ailleurs, ne recense cet artefact. Aucun communiqué gouvernemental ne reconnaît sa découverte, son examen, ni même son existence. La preuve matérielle la plus importante, l'objet qui aurait pu confirmer toutes les affirmations de Wyatt, a tout simplement disparu dès qu'il l'a eu entre ses mains. Les sceptiques voient dans cette disparition la preuve que Wyatt a tout inventé. Pas de roue, pas de preuve, aucune crédibilité. Affaire classée. Mais envisager l'autre possibilité, celle qui est bien plus troublante. Et si la roue était authentique, et si elle avait été confisquée précisément à cause de ce qu'elle prouvait, et si elle reposait désormais dans un coffre-fort gouvernemental, une collection privée, un lieu où elle ne serait jamais soumise à une analyse scientifique ni à un examen public. Des artefacts d'une importance historique capitale ont déjà disparu lorsqu'ils menaçaient des intérêts puissants. Pourquoi en serait-il autrement de cette fois-ci? Mais la roue d'or n'est pas la seule chose qui semble avoir disparu. L'expédition de 2024 était équipée d'une technologie sonore bien plus performante que tout ce qui existait à l'époque de Wyatt. Elle a dressé des cartes détaillées du champ de débris, puis ça a accompli une étape cruciale. Elle a comparé ces nouvelles données aux documents originaux laissés par Wyatt dans les années 1970 et 1980. Ce qu'ils ont découvert était profondément troublant. De vastes portions du site que Wyatt avait identifiées comme riches en artefacts, des zones où il avait recensé des concentrations de pièces de char et de restes squelettiques, sont aujourd'hui étrangement vides. Les débris qui, d'après ses notes, auraient dû s'y trouver ont tout simplement disparu. L'érosion naturelle ne peut expliquer cela. Le site est resté stable pendant des milliers d'années, protégé par sa profondeur et les courants marins uniques créés par les canyons sous-marins environnants. L'équipe a en revanche observé des traces de traînées sur le fond marin, de longues cicatrices linéaires dans les sédiments, caractéristiques de ce que l'on observerait si de lourds objets avaient été accrochés par des câbles puis arrachés. Il ne s'agit pas d'une dispersion aléatoire des courants océaniques. Cela semble chirurgical. Cela semble intentionnel. On dirait une opération de nettoyage menée sur plusieurs décennies par quelqu'un qui a les ressources
l'accès et la motivation nécessaires pour effacer une vérité gênante du fond de la mer avant même que le monde n'ait l'occasion de la voir. Les images sont authentiques, l'emplacement est précis, et le silence qui l'entoure est loin d'être fortuit. Car ce qui repose sous la mer Rouge pourrait remettre en question bien plus qu'une simple découverte archéologique. Cela pourrait remettre en question qui détient le pouvoir sur l'histoire elle-même. Quand les preuves disparaissent et que ceux qui sont le mieux placés pour les expliquer choisissent de se taire, la vérité, elle, ne s'évanouit pas. Elle attend, enfouie sous des couches de politique, de réputation et de peur. Cette histoire n'est pas terminée. Elle est seulement immergée. Et tandis que la piste se refroidit et que les questions se font plus pressantes, une pensée troublante demeure. Si quelque chose d'aussi important peut être dissimulé à la vue de tous, qu'est-ce qui a été enterré avec lui et qui décide quand nous aurons enfin le droit de savoir?